Mercredi 22 février 2017, ravi de vous retrouver pour les informations de 20h sur l'ORTB. Bienvenue à tous. Le Fonds monétaire international facilite des crédits au Bénin, ceci pour un programme économique triennal. À suivre dans un instant le point de la conférence que l'équipe en fin de mission a animée à Cotonou. À suivre également le bilan que dressent les sociologues et la chaire UNESCO de la présidentielle de 2016. Ils sont en colloque à l'université d'Abomey-Calavi. Et puis, l'eau potable coulera très vite à nouveau à Parakou, assurance du directeur général de la SONEB au maire de Parakou, ainsi qu'au député Rachidik Badamassi qui l'a reçu ce matin. Bonsoir et bienvenue à tous. Fin de mission pour l'équipe du Fonds monétaire international qui a séjourné à Cotonou. À l'issue de leur mission, les émissaires du Fonds monétaire international ont finalisé les discussions avec le gouvernement béninois sur un programme économique triennal concédé au titre de la facilité élargie de crédit. L'annonce a été faite au cours du point de presse qu'ils ont conjointement animé avec le ministre de l'Économie et des Finances. On fait le point avec Renaud Akapo. Face aux hommes des médias, les émissaires du Fonds monétaire international ont présenté le point complet des activités qu'ils ont menées au cours de leur séjour à Cotonou. L'équipe conduite par Norbert Toué, chef de mission pour le Bénin, s'est notamment félicitée de la bonne qualité des échanges et surtout des retombées qui devraient en découler. Je suis ravi de vous dire que la délégation et le gouvernement ont trouvé un accord sur ce programme, un programme de 3 ans. L'assistance financière du Fonds monétaire sur les 3 années devrait atteindre dans les environs de 150 millions de dollars. 150 millions de dollars américains, soit un peu plus de 90 milliards de francs CFA. C'est le montant du programme triennal appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit. D'autres financements devraient se greffer à cette enveloppe du FMI. Au-delà donc de cet appui du Fonds monétaire international, il y a ce que nous appelons des aides budgétaires que certains bailleurs de fonds, on peut citer ici la Banque africaine de développement, l'Union européenne et la Banque mondiale, sont prêtes à débloquer pour le Bénin à partir du moment où ces institutions ont désormais l'assurance que le gouvernement s'est engagé dans une voie d'orthodoxie budgétaire, de transparence et de mise en œuvre des réformes. Donc dans ces conditions-là, nous espérons autour de 60 milliards de francs CFA d'aide budgétaire qui sont donc de l'appui financier direct, ce n'est pas des prêts qui sont donnés par ces 3. Donc, mais c'est un déclencheur, c'est ce que vous reteniez, c'est un déclencheur. Il est très difficile aujourd'hui de vous annoncer l'effet chiffré de l'ensemble. L'ambitieux budget de 2010 milliards de francs CFA qui sous-tend la loi de finances exercice 2017, a-t-il constitué un point d'achoppement lors des discussions avec les émissaires du FMI? La question a été posée par les hommes des médias et le chef de file de la mission du FMI a été on ne peut plus précis. Il n'y a pas de point de divergence entre la partie béninoise et le Fonds monétaire international. Et nous sommes en parfaite harmonie. Ce sont les réformes que le gouvernement béninois, en tout cas qui est arrivé au pouvoir en début 2016, s'est engagé pour la transformation structurelle de l'économie, qui veut dire des changements sur beaucoup de plans. Et l'objectif du Fonds monétaire, c'est d'accompagner le gouvernement béninois dans la réalisation de cette ambition. Le programme triennal concédé par le Fonds monétaire international au Bénin est également assorti de certains effets induits. Qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons 3 choses. La première, c'est la raison pour laquelle la première motivation pour laquelle nous sommes allés au programme. Donc, c'est-à-dire que nous gagnons en crédibilité. Le fait pour un pays d'être en programme, c'est l'assurance qu'en face, il y a un gouvernement qui a opté pour la transparence dans la manière dont les fonds publics sont gérés. Un gouvernement qui a décidé de faire les réformes nécessaires pour une transformation structurelle de son économie. Donc ça, c'est le premier objectif. Asseoir la crédibilité. À côté de la crédibilité, il faut ajouter également 2 éléments. La première, c'est l'attractivité de notre pays. Le fait pour des investisseurs, des partenaires techniques, de savoir que le Bénin est en programme, ça les rassure et ça leur donne envie de venir. Enfin, le fait d'être en programme
change l'appréciation du risque pays que certaines agences, certaines compagnies d'assurance, certains organismes qui assurent le commerce au niveau international ont donc du Bénin. Au dire des émissaires du FMI, le programme économique triennal reflète les orientations stratégiques du programme d'action du gouvernement et vise en définitive à améliorer les conditions de vie des populations. Ouverture de la première session ordinaire de l'année 2017 au Conseil économique et social. Au menu de la session, entre autres sujets, l'économie numérique, l'environnement, mais aussi la situation sociale des personnes handicapées. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce mercredi matin au siège de l'institution à Cotonou. Reportage Armel Nofodji, Aurélie Sauton. La première session ordinaire du Conseil économique et social s'ouvre à une période où le Bénin connaît de multiples réformes socio-économiques. Le CES entend se conformer à l'actualité. Au cours de nos assises, plusieurs sujets de portée socio-économique seront au menu de nos échanges. L'économie numérique au Bénin. Quels enjeux pour l'emploi des jeunes au Bénin? Quels sont les impacts de la pollution des cours d'eau sur la biodiversité et la santé humaine? Comment favoriser l'accès des personnes en situation de handicap au monde du travail? Selon l'article 17 du règlement intérieur de l'institution, le rapport des activités de l'année 2016 sera passé en revue par les conseillers à l'entame des travaux. Avant d'en arriver au nouveau sujet d'autosaisine, je me soumettrai pour la 3e fois consécutive à cet exercice relatif à l'obligation de reddition de comptes du président du Conseil économique et social qui présente aux conseillers son rapport d'activité et de gestion au titre de l'année écoulée. Les travaux de la présente session ordinaire du Conseil économique et social vont durer 30 jours et aboutiront à des propositions novatrices à l'endroit du gouvernement. La présidentielle de 2016 au Bénin est bien derrière nous, mais on continue d'en parler. La chaire UNESCO et le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi font le bilan du scrutin de 2016 ainsi que des chantiers gouvernementaux déjà ouverts sous le régime de la rupture. Un colloque qui consacre ses travaux à l'Université d'Abomey-Calavi. Brice Chibozo, Jérôme Ombo. Il y a un an, le Bénin a organisé le 6e scrutin présidentiel, consacrant ainsi la 4e alternance au pouvoir. Au-delà de tout pessimisme, la raison a surplombé les ardeurs et les passions. L'élection présidentielle de 2016 au Bénin, tout comme celles qui ont aussi connu un succès dans notre sous-région, démontre que nos pays peuvent être épargnés des crises électorales préjudiciables à la paix à condition d'avoir un scrutin transparent, libre et crédible. La chaire UNESCO des droits de la personne et le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques font le bilan de ce tournant démocratique. 27 ans après la conférence des forces vives de la nation, on constate que l'alternance politique se réalise tous les 5 ans ou tous les 10 ans au Bénin. Mais d'une élection à une autre, il existe des écarts et des invariants. L'élection présidentielle de 2016 a donc cette spécificité qu'il convient d'analyser dans une approche transdisciplinaire. L'élection présidentielle de 2016 au Bénin, un an après, analyse électorale et chantiers gouvernementaux. C'est le thème de ce colloque de 2 jours. Les politistes nous diront ce qui s'est passé, comment analyser les situations, comment améliorer la démocratie au Bénin. Les publicistes ne manqueront pas aussi de nous dire que quelque part, il y a eu des effets positifs de cette élection. Mais sans doute, les privatistes qui sont un peu en retrait doivent pouvoir, à mon avis, nous élever, nous dire quelque chose sur les achats de conscience, sur les votes qui sont achetés, les techniques de porte à porte, certains diront de fenêtre à fenêtre. Je souhaite, au nom de la chaire UNESCO, au nom de l'Université d'Abomey-Calavi, que cette initiative se poursuive et que les résultats qui sont attendus soient atteints.
Ce regard rétrospectif d'une séquence de la politique béninoise sera meublé de communications diverses. Les travaux sont soutenus par la fondation allemande Friedrich Ebert. Et pendant ce temps, la CEDEAO, elle, fait découvrir sa cour de justice. Elle a dépêché dans les pays membres une mission. À l'étape du Bénin, les membres de la mission ont rencontré les hommes des médias. Objectif, leur présenter cet organe judiciaire ainsi que les différentes procédures de saisine. William Choki pour le compte-rendu. La Cour de justice de la communauté ouest-africaine, un organe phare de la CEDEAO, mais très peu connu du grand public. La Cour a commencé à fonctionner en 2001, depuis quelques années. Mais je pense que ça a été surtout expérimenté avec l'actuelle composition de la Cour. Les États ne nomment plus les juges à la Cour de justice. Ça, c'est important, très important. C'est une originalité en Afrique. Cette mission de sensibilisation vise surtout à se rapprocher des justiciables et renforcer son partenariat avec la presse, une presse qui s'est d'ailleurs fortement mobilisée pour s'imprégner de son mode de fonctionnement et des procédures de saisine de la Cour. Nous avons des compétences pour sanctionner des États qui ont méconnu leurs obligations, quelles qu'elles soient, leurs obligations d'États membres de la communauté. Nous avons des compétences en matière de contentieux de la fonction publique. Lorsqu'un employé de la CEDEAO a maille à partir avec son employeur, la communauté elle-même, la CEDEAO, nous pouvons être valablement saisis. Principal organe judiciaire de la communauté, la Cour est aussi compétente en matière de violation des droits de l'homme. À cet effet, les hommes des médias ont voulu connaître les rapports existants entre elle et la Cour pénale internationale. La CPI est une juridiction internationale pénale qui s'intéresse à la responsabilité des individus. Nous, chez nous, à la Cour de justice de la CEDEAO, ce sont des États qui sont justiciables, sur la base des conventions qu'ils ont conclues. Les personnes physiques ou morales peuvent aussi saisir la Cour en cas de violation des droits ou autres contentieux. Une saisine qui ne peut s'opérer que par le biais d'un homme de droit. Retour à présent sur la célébration de la Journée internationale de la radio. L'Union des professionnels des médias du Bénin l'a commémorée en différé ce mardi. C'est à la faveur d'une journée meublée de communication, de conférences-débats ainsi que de remises de récompenses et de distinctions. Le reportage est signé Ghislain Poguet et Dine Bouraïma. Une journée pour célébrer la radiodiffusion avec les auditeurs. Une conférence débat pour échanger sur l'apport des auditeurs dans les programmes des radios qu'ils écoutent. Il est question dans les discussions de la fiabilité et de la crédibilité des informations dans les émissions interactives. On n'a plus besoin d'être journaliste avant d'avoir l'information dans l'administration. La loi vous permet d'avoir l'information dans l'administration. Les différentes lois que le Parlement a votées sur la décentralisation ont déjà prévu que tous les citoyens pouvaient aller au niveau de l'administration communale pour aller chercher l'information. Cet effort de respect du fait et de la vérité érige la radio en un médium qui reste éloquent et puissant, malgré la forte concurrence avec la télévision et les réseaux sociaux. La radio est fondamentale aujourd'hui. Dans ce monde fulgurant du numérique et des réseaux sociaux, où de plus en plus il y a un glissement total vers les télévisions, la radio a encore son rôle à jouer. Et dans cet environnement concurrentiel à outrance, le journaliste se doit de rester professionnel en gardant comme boussole l'éthique et la déontologie. Le code de déontologie en son article 2 dit que le journaliste ne publie que les informations dont l'origine, la véracité et les aptitudes sont établies. Le moindre doute l'oblige à s'abstenir. L'Union des professionnels des médias du Bénin est soutenue dans cette activité par l'UNESCO qui se dit consciente de l'importance de la radio dans la vie des auditeurs. Je vous remercie aussi pour la thématique qui a été choisie. Je me rends compte à l'écoute des présentations qui ont été faites que c'est vraiment un sujet très important et très très sensible. Les auditeurs ont été distingués et récompensés pour leur fidélité. C'est bientôt la fin du calvaire pour les populations de Parakou. L'eau potable va couler à nouveau à flot. Le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin a rassuré la délégation paraquoise conduite par le maire Charles Toko et l'honorable Rachidi Badamassi. Le point de la séance de travail avec Rebecca Kenjaoundé, Patrick Benou et William Choki. L'accès à l'eau potable pour tous, une préoccupation pour le conseil communal de la ville de Parakou. Cette rencontre avec la direction générale de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, vise à évoquer les problèmes liés à la pénurie d'eau dans la cité des Kobourou. Parakou manque d'eau.
sur les 58 quartiers que nous avons, seulement 14 sont desservis en matière d'eau potable. Ce qui fait 20% de la population. En plus, il n'y a qu'un seul château dont la station de pompage et de traitement de l'eau sont situées à plus de 25 km de Parakou. C'est plus de 400 000 âmes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Nous sommes venus ici, le maire et moi, sans crier des nouvelles. Ces conventions qui ont été signées, quel est le niveau d'avancement de ces négociations? Plus de crainte, une solution est déjà trouvée. Il s'agit du projet de renforcement du système d'approvisionnement en eau potable de la ville de Parakou. La ville de Parakou a connu son dernier investissement en termes d'eau potable en 1975. Pour être concret, le projet a démarré. Mais un projet, c'est des phases. C'est le projet qui vient régler et de façon définitive ce problème jusqu'en 2040. Au thème de la rencontre, le conseil communal de la 3e ville à statut particulier du Bénin a émis le souhait qu'une équipe conjointe soit mise en place pour suivre le projet. Comment régler les difficultés liées à la prise en charge des anémies et produits sanguins labiles? Pour répondre à cette question, les hommes de santé venus de tous les horizons prennent part à une formation à propos. Il s'agit de la 3e édition sur les pathologies hermatologiques courantes, démarrée ce matin au Palais des Congrès de Cotonou. Brice Cotonou, Jérôme Rongbo pour le compte-rendu. Ces femmes et hommes de la santé sont venus se ressourcer à la gestion des anatomies. Au menu des travaux, plusieurs préoccupations majeures, dont l'objectif concourt à une meilleure prise en charge des pathologies. Faire l'état des lieux de la prise en charge de l'anémie, à partir de l'hématopoïèse, déduire les différents mécanismes pouvant favoriser la survenue d'une anémie, y compris le métabolisme du fer, de l'acide folique, de la vitamine B12, la synthèse de l'hémoglobine, associer les grands mécanismes des anémies avec leurs applications cliniques, biologiques et thérapeutiques, s'approprier les étapes des démarches diagnostiques et thérapeutiques adéquates des anémies à partir des différents mécanismes de survenue et des étiologies. Deuxième cause d'hospitalisation avec 16,9% des cas derrière le paludisme, 20,11%. L'anémie est une priorité pour les autorités en charge de la santé. L'un des objectifs phares de notre département ministériel est d'assurer un accès universel aux services de santé et une meilleure qualité de soins en vue de l'atteinte des objectifs pour le développement durable ODD. Le projet est d'organiser des sessions de formation sur les pathologies hématologiques courantes vise à mettre en place un dispositif pour l'amélioration pérenne de la performance des médecins dans la prise en charge des anémies en attendant la présence d'un effectif suffisant d'hématologistes dans notre secteur. Les travaux de cet atelier vont durer 2 jours. Il faut discuter, bien déterminer les pathologies avant toute opération car, selon les experts, la meilleure manière est de se dispenser de toute transfusion sanguine. Il faut promouvoir l'ananas pain de sucre au Bénin. C'est la raison qui a poussé le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à organiser un atelier de concertation à Azalaï, hôtel de la plage de Cotonou. Les acteurs de la filière ananas et leurs partenaires techniques réfléchissent sur la problématique de la mise en place de l'indication géographique pour l'ananas pain de sucre, une variété qui ne prospère véritablement qu'au Bénin. Reportage, Ghislain Poguet et Alexis Segbemon. Cet atelier rassemble différents acteurs agricoles autour d'un produit spécifique. C'est l'ananas pain de sucre du Bénin qui a un corps effilé, on dirait une belle dame, peut-être même une demoiselle. Une belle demoiselle qu'il faut parer de ses atouts les plus attrayants en complicité avec les acteurs de la filière. L'idée est d'une part de capitaliser les acquis et les atouts de l'ananas du Bénin en nous basant sur une identification des besoins qui est faite par
les acteurs eux-mêmes. Pour l'ensemble de ces acteurs de la filière ananas au Bénin, l'atelier offre une occasion d'échanger et de partager les expériences sur les initiatives qui concourent à la mise en place d'un dispositif opérationnel pour l'indication géographique de l'ananas pain de sucre. Ces assises se tiennent dans un contexte de recherche de pistes de compétitivité pour la valorisation de l'ananas qui est une filière prioritaire du gouvernement. Monsieur le Président de la République du Bénin a fait l'option durant le quinquennat en cours de rendre opérationnelle une diversification agricole visant à rendre l'économie béninoise plus forte et plus durable à l'horizon 2025. L'ananas fait partie des filières à haute valeur ajoutée du programme d'action du gouvernement béninois. Il s'agira à terme pour les acteurs de la filière de convenir d'une démarche efficace pour mener le pain de sucre à une indication géographique performante et conforme à leurs conditions réelles d'opération. Le saviez-vous, les mouches handicapent vraiment la production et la commercialisation des fruits et légumes. Le projet d'appui régional de lutte et de contrôle des mouches et des fruits en Afrique de l'Ouest organise un atelier de réflexion à Cotonou. L'objectif est d'améliorer les revenus des productions de fruits et légumes. Bruno Rotekpo et Jérôme Mongbo pour le point. En Afrique, la plantation des mangues constitue une importante source de revenus. Mais les producteurs font face à un handicap majeur, la mouche des fruits, la Ceratitis capitata, de son nom scientifique. J'ai vraiment été frustré par ces insectes. En général, un arbre produit beaucoup de mangues, mais la plupart ont été détruites par les mouches. Et je me retrouvais avec seulement 15 mangues par arbre. C'est une perte énorme en termes d'exportation. Quand vous exportez des mangues en Europe, une seule mangue qui est infectée, c'est tout le conteneur qui est détruit. Donc c'est une perte énorme pour l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, 6 mois après le démarrage de ces activités, le projet d'appui au plan régional de lutte et de contrôle des mouches des fruits en Afrique se réunit à Cotonou. C'est pour faire le bilan des 6 mois d'exercice du projet et voir les perspectives. Peut-être que les différents comités nationaux vont faire des recommandations et après les 6 mois, les difficultés rencontrées et comment prendre le devant pour améliorer la gestion de ce projet. Prennent part aux travaux les représentants des comités nationaux des 8 pays ouest-africains bénéficiaires du projet. Je voudrais donc vous exhorter à vous y consacrer activement afin que l'exécution du plan d'action soit à terme un grand succès. Un seul pays ne peut pas lutter contre la mouche de fruits. Donc il faudrait qu'on parte ensemble. Il faut que les pays respectent les engagements et les directives données par la coordination du projet. Ça, c'est très important. Parce que si on travaille ensemble et qu'on a la même approche d'attaque, on peut aboutir à de très bons résultats. Financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement, ce projet contribuera à terme à améliorer les revenus des producteurs de fruits et légumes dans l'espace ouest-africain. Toujours au chapitre production, il faut améliorer et augmenter la production du poisson-chat au Bénin. C'est ce à quoi s'attelle le projet Profiche Bénin, lancé officiellement ce mardi à Cotonou. Le projet contribuera à l'effectivité de la sécurité alimentaire. Il était aussi question au cours de la cérémonie de lancement de travailler à réduire les coûts de production du poisson-chat. Le reportage est signé Mylène Fanou et Jérôme Hongo. D'un coût global de près de 23,5 millions de francs CFA, le projet Profiche Bénin mettra l'accent sur la production à l'interne de l'aliment du poisson-chat qui occupe 60 à 75% du coût total de production de cette espèce. Vous savez très bien l'importance qu'occupe le poisson-chat dans l'alimentation des Béninois. Non seulement dans l'alimentation des Béninois, vous savez également que le poisson-chat occupe une place importante dans la génération des revenus de nos populations. Et vous vous rappelez la crise de la dévaluation du Naira, le désordre que cette crise-là a créé au sein des producteurs. Le projet Profiche Bénin sera mis en œuvre par un consortium de chercheurs et de développeurs béninois et néerlandais de la faculté des sciences agronomiques FSA d'Abomey-Calavi et l'université de Wageningen.
on a assisté au développement des curriculums pour les courses en sécurité alimentaire à l'université d'Abomey-Calavi. Et maintenant, avec les agents principaux, nos collègues de l'université Abomey-Calavi et les ONG, un nouveau-né, le nouveau-né projet Profish. Nous sommes très contents qu'on peut travailler avec vous. À l'horizon 2021, le Bénin aura besoin d'au moins 27 000 tonnes d'aliments par an. Ce projet est valable pour 3 ans. Le doyen de la faculté des sciences agronomiques de l'UAC promet de tout mettre en œuvre pour qu'il soit un succès. Culture à présent, une soirée dite de restitution a eu lieu au Centre culturel chinois. C'était le samedi 18 février dernier à partir de 18h18. Motif, remercier les participants festivaliers, féliciter les partenaires techniques et financiers et offrir un dîner de gala par la même occasion. Le point, c'est avec Patrick Jossou, Brice Coutonu et Jérôme Ongo. Grande soirée de gala où les galettes, beignets et autres mets chinois ont été dégustés. Grande soirée de congratulations où des primes, prix et trophées ont été offerts aux partenaires du Centre culturel chinois ainsi qu'aux lauréats de diverses compétitions dont le concours de dessin sur les lanternes chinoises. Parallèlement à la dégustation gastronomique, cette soirée de restitution a permis au centre de remercier des entités telles que les ministères associés, les agences de communication et de prestations diverses. Parallèlement à la dégustation gastronomique, cette soirée de restitution a permis au centre de remercier des entités telles que les ministères associés, les agences de communication et de prestations diverses, de même que le super partenaire qu'est la télévision nationale, sans oublier l'Institut Confucius et les établissements scolaires dont 2 représentants gagnent une bourse de voyage culturel en Chine. Parlant de voyage, les meilleurs dans chaque domaine ciblé sont aussi retenus. Si en presse écrite, on a Saturnin Hunkwe de l'autre vision, en photojournalisme d'art, on peut citer Didier Kwassassi. Si au cadrage télé, on a Obed Diossou de la télévision du Carrefour, en journalisme culturel télé, on a Patrick Diossou de la télévision nationale. Un jeune, Steven Armel Diossou, est retenu aussi comme meilleur dessinateur pour cette 8e édition du Happy Chinese New Year, le festival joyeux du Nouvel An chinois, année du coq. Interactualité pour terminer, la Côte d'Ivoire, après plusieurs reports, le procès des disparus du Novotel a démarré ce mardi. Les accusés sont poursuivis pour séquestration et assassinat. Reportage. Ouverture ce mardi à Abidjan du procès dit des disparus du Novotel. Ce procès relatif au meurtre de 4 hommes, dont 2 Français enlevés en 2011 à l'hôtel Novotel d'Abidjan durant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, a démarré en présence des 10 accusés, pour la plupart des militaires ivoiriens. Selon l'acte d'accusation, 5 des 10 accusés, dont le général Bruno Dogbo-Blé, qui commandait à l'époque la garde républicaine sous le président Gbagbo, sont poursuivis pour séquestration et assassinat, les autres pour enlèvement et disparition de cadavres. Nous respectons la mémoire des victimes, mais nous devons aussi respecter les personnes qui sont en prison, qui sont présumées être innocentes et qui peuvent, à l'issue de ce procès, être déclarées innocentes. Elles seraient restées en prison pendant au moins 5 années. Initialement prévu fin novembre, le procès a été reporté à 2 reprises, notamment en raison de l'absence de la moitié des accusés. Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information sur le RTB, c'est tout à l'heure à 23h, une présentation de Héloïse Winato. Moi, je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir et le même sourire. Allez, à demain.